Bonjour à tous et bienvenue dans le Profcast, le podcast qui accompagne les professeurs de langue en ligne à développer et perfectionner leur offre. Aujourd'hui, je reçois Paul, créateur de la page Anglais France. Bonjour Paul, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Yes, bien sûr. Salut Romain, déjà, merci pour l'invitation. Alors moi, c'est Paul d'Anglais France, donc Anglais France sur les réseaux sociaux. J'ai créé une communauté en ligne sur différents réseaux sociaux avec un peu plus d'1 million d'abonnés aujourd'hui pour pouvoir aider les francophones à progresser en anglais. Donc ça, c'est la version courte, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, est-ce que tu es prof déjà à l'origine? Comment ça t'est venu comment dire, cette passion pour l'enseignement en ligne et notamment de l'anglais, évidemment? Alors non, moi à la base, je suis pas professeur. En fait, pour la petite histoire, concrètement, moi j'étais très mauvais en anglais à l'époque, il y a quelques années, quand j'étais au lycée notamment. J'avais à peu près tous les problèmes que l'on peut rencontrer quand on est au lycée, c'est-à-dire timide, peur de parler, toujours un peu caché au fond de la classe, etc. Et en fait, j'avais 6, 7, 8 de moyenne à peu près, donc c'était pas terrible. Et j'ai traîné ça entre le collège, le lycée. Et en première, j'ai eu la possibilité de partir aux États-Unis pour faire 1 an d'échange dans des familles d'accueil. Ce que j'ai fait, et forcément, j'ai énormément progressé sur place. J'étais en immersion totale. Personne ne parlait français pendant 1 an, quand j'avais 16 ans. Et du coup, en revenant de cette expérience qui a été géniale, j'étais pas bilingue encore, mais j'étais quand même très très avancé et je suis passé du coup de ces 7, 8, 9 de moyenne à 18, 19, presque je crois 20 il me semble, en rentrant juste après. Donc à partir de là, j'ai continué j'ai fait ma terminale, j'ai passé mon bac et j'ai commencé à donner des petits cours de soutien parce qu'en fait ça me prenait du plaisir à parler en anglais, parce que forcément quand on a des bonnes notes et qu'on déborde dans quelque chose, on prend aussi un peu de plaisir. Et j'ai aidé pas mal d'élèves, donc notamment des collégiens, à faire du soutien scolaire. Donc j'avais des petits, des élèves que j'aidais chaque semaine. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, en travaillant, j'ai commencé à en faire de plus en plus. Ça faisait un bon complément de revenus. Et un jour, j'ai décidé de créer la page Instagram Anglais France, en fait, pour partager ça avec plus de personnes. Donc au début, voilà, c'était un peu difficile. Et à force de travailler, au fur et à mesure, voilà, sans rentrer forcément dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va sûrement aborder certains sujets après. Ça a grossi et c'est devenu aujourd'hui la communauté d'Anglais France qui fait à peu près 1 million d'abonnés sur tous les réseaux sociaux. Et donc maintenant, j'ai enseigné l'anglais à pas mal de personnes. On a fait des programmes, des accompagnements et peut-être aborder ça aussi après. Voilà pour l'histoire. Oui, tout à fait. Bah, c'est très bien résumé, je te remercie. Effectivement, sacré progrès en 1 an, quand même. C'est une chance Ouais. en plus de partir 1 an comme ça à cet âge-là. Donc, incroyable. Tu l'abordais effectivement ta communauté sur les réseaux sociaux. Je trouve ça très intéressant. Donc, toi, effectivement, tu le disais toi-même, tu as une grosse audience, plus d'1 million, tout réseau confondu. Donc, moi, je m'étais noté de mémoire, c'est un peu plus de 700 000 sur Insta, plus de 200 000 sur TikTok et tu as 47 000 abonnés sur Facebook. Euh, c'est quoi, selon toi, le truc qui a vraiment fait la différence pour atteindre de tels chiffres? Parce que c'est des chiffres quand même astronomiques. Est-ce que c'est, par exemple, la régularité, une structure particulière dans tes posts ou un format de publication, quoi que ce soit de ce genre? C'est une combinaison, on va dire, en fait. Déjà, la régularité, ça, c'est la base, quel que soit, je pense, le business que l'on fait, c'est d'être régulier, surtout dans la création de contenu. Donc, la régularité, très important. Et derrière, c'est le concept de post que j'ai créé, que j'ai en fait importé indirectement des États-Unis. Je me suis inspiré de pages américaines quand j'ai commencé en 2021 ou 2022, je ne me souviens plus exactement. Mais du coup, je me suis inspiré d'un concept aux États-Unis qui était très visuel, comme ça, pour montrer les mots. Je l'ai amélioré un petit peu à ma sauce avec mon branding, mes couleurs, etc. et ma façon de faire. Et en fait, en étant régulier et en appliquant cela et en appliquant aussi une méthodologie, on va dire, d'effets successifs et d'amélioration au fur et à mesure, j'ai réussi à créer des concepts qui fonctionnent. Et du coup, ça a fait que ça a fonctionné et même très bien fonctionné. C'est un petit peu l'idée. Oui, oui, c'est clair. Bah, très bien fonctionné, c'est un doux euphémisme. Et d'ailleurs, c'est fou à quel point, petit bottom line comme ça, à chaque fois, tu vois, je n'ai pas la profondeur de ta page, puisque j'ai toujours tendance à me dire que tu es là depuis quasi 10 ans. Et en fait, même pas, tu es là depuis finalement quelques années. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans, 5 ans? Non, ça doit faire 3 ans. 3 ans réellement. Alors, j'ai dû commencer un petit peu avant, mais au début, j'étais pas très régulier parce qu'en fait, je faisais mes petits cours de soutien, etc. Donc, je publiais peut-être 1 fois, 2 fois par mois. Il y a des trous de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais on va dire sérieusement, ça doit faire peut-être moins de 3 ans. Je crois que c'était en 22, 22, 23, 24, 25. Ça fait 3 ans, je crois.
Ouais, Ouais. ça doit être ça à peu près. Donc, récent. Oui, incroyable, oui, c'est très récent. Oui, il y a dû avoir, j'imagine, un moment de bascule où tu as commencé à vraiment te dire, OK, là, je passe du petit concept de la petite page à vraiment une entreprise avec tous les process que ça implique, j'imagine. Euh, Exactement. En parlant des réseaux sociaux, avec le recul, donc on parlait de Facebook, TikTok, Instagram, pour ne citer que ça. Avec le recul, tu dirais que c'est quelle plateforme qui t'apporte le plus d'élèves ou d'engagement? Je te demande ça parce qu'effectivement, donc l'audience qui va nous écouter, c'est principalement donc des collègues, donc des professeurs de langue en ligne. Et effectivement, il y a toujours cette question se pose toujours finalement de quelle est la plateforme la plus intéressante pour attirer des élèves, que ce soit dans des cours particuliers ou pour des programmes en ligne. Alors, je pense que toutes les plateformes sont intéressantes, évidemment, en fonction de ce qu'on propose. Il y a plus ou moins d'intérêt à aller sur l'une ou l'autre. Moi, concrètement, c'est Instagram, parce que déjà, j'ai commencé sur Instagram, donc ma principale audience est sur Instagram, ce qui a fait que mon contenu s'est adapté à la plateforme et que je trouve beaucoup de clients, mais je connais également des coachs ou des personnes qui réalisent, des professeurs qui sont sur LinkedIn, qui sont même sur TikTok. Alors après, les conversions ne sont pas les mêmes, bien évidemment, en fonction de ce qu'on propose déjà, l'offre qu'on propose derrière, mais également de la plateforme. Donc concrètement, pour moi, c'est Instagram, mais je sais que ça fonctionne pour certaines personnes sur Facebook principalement, d'autres c'est sur YouTube, évidemment, YouTube, la base aussi. Pour l'instant, j'y suis pas trop dessus, mais ça fait partie des sujets que je vais aborder cette année, créer une chaîne YouTube également et d'être un peu plus présent sur ce réseau, qui aujourd'hui, c'est presque la télé, quoi, YouTube aussi. Donc en gros, voilà, c'est un peu mon objectif, mais sinon, ouais, pour moi, c'est Instagram aujourd'hui. Ouais, oui, je comprends. Oui, il y a une notion de, c'est pas forcément parce que objectivement c'est la plus intéressante, mais déjà, bah, forcément c'est laquelle sur la, c'est, enfin, c'est celle-ci sur laquelle tu t'es focus, pardon. Donc forcément, ça joue un rôle. Ouais, Oui, excuse-moi. ouais, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé en 2022 à peu près, il y avait vraiment, en fait, à ce moment-là, une croissance sur Instagram. Il n'y avait pas Ouais. beaucoup de créateurs également dans la niche des langues. Et donc, forcément, il y avait beaucoup de visibilité. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, j'ai même pris en une seule journée, à chaque fois on ne me croit pas, mais c'est vrai pourtant, et un jour j'ai pris 40 000 abonnés en une seule journée sur le compte. Donc c'est arrivé une fois, c'est un post que j'avais fait, il me semble, c'était sur le vocabulaire de la journée, et le post, il avait fait quelque chose comme 70 000 likes, et de nulle part, hein, c'est-à-dire que j'étais à peu près à 1000, 2000 likes, et d'un coup 70 000 likes, et j'ai pris 40 000 abonnés en une seule journée, et donc là forcément le compte il a pris une autre dimension, et ça a grossi, donc j'ai fait d'autres posts qui ont extrêmement bien fonctionné, mais en gros, ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait quand même une bien meilleure visibilité qu'on peut avoir aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont présents sur le marché, beaucoup plus de concurrence, donc ça y a joué aussi, pourquoi moi je suis resté à fond sur Insta, et je ne me suis pas non plus développé sur YouTube pendant ce temps-là. Ok. Oui, oui, bah je comprends tout à fait. Tu t'es focus effectivement sur une plateforme et, euh, et justement, sur la partie YouTube, c'est vrai que ça m'intéressait. En plus, justement, c'était ma prochaine question. J'ai remarqué qu'effectivement, tu faisais pas de contenu long. Du coup, c'est un choix stratégique ou juste une question de format qui te convient moins? On a déjà un début d'élément de réponse puisque tu en as parlé. C'est quelque chose sur lequel tu veux te focus en 2025? Ouais, bien sûr, c'est quelque chose que je me focus, c'est quelque chose qu'on me demande également de faire des vidéos plus longues pour aborder des sujets plus en profondeur. Et c'est jusque-là un format effectivement qui ne me convenait pas trop par rapport à ma stratégie. Et j'étais quand même très focus sur Insta avec la place que j'ai prise. Et en fait, j'avais pas mal de choses à faire et déjà beaucoup d'élèves à satisfaire parce que voilà, il faut quand même faire progresser les gens, sinon ça n'a pas trop d'intérêt de faire tout ça. Et donc, j'avais beaucoup de travail, ça fonctionnait très bien, c'était en croissance tout le temps, en fait, en permanence. Donc, je suis resté sur Insta, mais maintenant, je voudrais également aller sur YouTube. Ok, ça marche, super. Du coup, toi, Paul, tu proposes donc le Pack English, qui est donc un programme asynchrone. Donc, je crois que c'est ton offre d'entrée. Et tu as une formation plus personnalisée qui s'appelle Anglify de mémoire. Comment tu vois la répartition entre ces deux offres? La répartition, tu veux dire au niveau En- du nombre en- d'élèves? Est-ce que, en gros, par exemple, d'un point de vue, tu sais, oui, élèves, est-ce que ça touche des profils, tu sais, d'élèves différents ou est-ce que c'est chronologiquement la suite logique entre les deux? J'imagine que c'est un petit peu un mix des deux, il n'y a pas forcément de source exacte, mais tu sais, est-ce que, par exemple, tu vas effectivement retrouver le type de profil du Pack English chronologiquement après dans ton programme plus personnalisé ou effectivement, on est sur deux types de besoins bien différents? Alors en fait, c'est un peu différent, c'est-à-dire que déjà, pour préciser,
Le pack English, donc c'est mon programme à moi. C'est moi qui l'ai créé depuis à peu près, depuis le début. Je l'ai amélioré au fur et à mesure en fonction des retours que j'avais. Alors que Anglify, en fait, c'est pas mon programme, c'est une entreprise, enfin un organisme de formation avec qui je travaille depuis à peu près un an et demi. Et on propose une formation certifiante et éligible au CPF. Donc en fait, c'est pas moi qui l'a fait parce que j'ai pas la certification pour pouvoir la faire. Donc je travaille avec eux, avec un deal d'affiliation. En fait, je leur ramène des contacts et c'est eux qui réalisent des formations. Et donc pour répondre à ta question, sur le pack English que je propose, on a plus des profils de personnes qui souhaitent en fait se remettre à l'anglais, pour voyager, pour aller voilà, pour discuter, apprendre l'anglais pratique dans leur coin, parce que c'est un programme en autonomie. Alors que sur Anglify, on est plus sur une cible professionnelle, salariée, qui veut évoluer professionnellement, qui veut se former, obtenir une certification, et dans ce cas-là, éligible au CPF avec tout ce qui va autour, avec la certification, etc. Donc c'est vraiment un peu la répartition, mais ça arrive qu'il y en ait qui achètent le pack pour commencer, puis après qui partent également sur une formation avec Anglify. Ok, oui, je vois très bien. En parallèle, tu es aussi auteur. Tu as sorti 2 livres. Qu'est-ce que cette expérience elle t'a apporté? Est-ce que c'était une envie personnelle ou ça faisait partie d'une vraie stratégie pour développer ton activité et ta visibilité? Alors en fait, d'où ça vient en fait ces livres, effectivement, c'est les 2 livres que j'ai écrits. À la base, je travaillais avec une agence de talent en France. Alors, ils aiment bien, ils appellent ça talent parce qu'influenceur, bon voilà, on connaît. Donc maintenant, c'est agence de talent. Je travaille avec eux et donc j'ai fait des partenariats avec plusieurs marques. Et notamment, il y avait la possibilité d'écrire un livre avec les éditions Marabout, chose que j'ai faite. Et du coup, j'ai écrit ce premier livre, I Do Speak English, qui m'a pris à peu près un an à écrire. C'était assez long, hein. Pas de chat GPT. Hein. C'était écrit par moi-même. Non, mais il faut préciser aujourd'hui, parce que forcément, des fois, on vient me voir et on me dit ouais, tu t'écris avec chat GPT ou autre. Non, le livre, c'est moi qui l'ai écrit. Pas de chat GPT, pas de ghostwriter non plus. Tu Non, l'as écrit toi-même. C'est moi qui l'ai écrit à 100%. Ce livre, également le deuxième, c'est moi qui l'ai écrit aussi. Donc, ça a pris énormément de temps. Et c'est aussi une des réponses pourquoi je ne me suis pas lancé sur YouTube, le manque de temps. Je me suis engagé là-dessus, ce qui était financièrement un choix pas forcément extrêmement pertinent. C'est-à-dire que ça rapporte de l'argent, bien évidemment, auteur, surtout que j'en ai vendu pas mal, mais c'est sûr que sur la même période et le temps investi, j'aurais pu faire autre chose, comme lancer la chaîne YouTube, développer plus Insta, les programmes, etc. Donc c'était un choix que j'ai fait parce qu'en fait, j'avais envie d'écrire un livre depuis toujours. Donc j'ai fait ce choix-là, de l'écrire. Je l'ai publié. Aujourd'hui, il s'est vendu à peu près à 25 000 exemplaires pour ce premier livre. Et vu que ça a bien fonctionné avec l'éditeur, on a décidé d'en sortir un deuxième qui est sorti il y a un mois, au mois de janvier, et qui fonctionne bien pour l'instant, un cahier d'exercice en complément du premier livre. Ok, c'est très intéressant ta réponse parce que naturellement, j'allais te demander, tu as évoqué 2 choses qui sont très intéressantes, je trouve, et notamment, même 3, je dirais, notamment pour les personnes qui nous écoutent. Déjà, et moi, c'est ce que j'allais te demander dans un premier temps, mais tu as déjà donné un très bon élément de réponse, c'est qu'effectivement, j'allais te demander si, d'un point de vue chef d'entreprise, économiquement, le livre, c'est le rapport forcément tant que ça prend, qui doit être énorme, je l'imaginais déjà plus ou moins et tu l'as confirmé, et économiquement ce que ça rapporte. Est-ce que effectivement, surtout toi qui a déjà sorti ton propre programme, qui est un petit peu le Graal, tu sais, le programme en ligne, qui est un peu le Graal comme ça du taux de rentabilité, est-ce qu'effectivement, voilà. Après, tu as nommé d'autres choses comme notamment le gros facteur d'autorité, c'est-à-dire qu'effectivement, devenir un auteur, ça appuie ta légitimité, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Et en fait, après, est-ce que le livre, ça rapporte, l'édition, ça rapporte? Ça dépend comment on le fait, quelle est la stratégie derrière. Parce qu'en fait, en édition, soit on peut faire de l'auto-édition, soit on peut passer par une maison d'édition, chose que j'ai faite. Et donc, les revenus ne sont pas les mêmes, mais également la visibilité n'est pas la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en passant avec une maison comme Marabout et Hachette France, aujourd'hui, ils me permettent d'avoir une énorme visibilité dans toutes les librairies de France, parce que c'est eux qui s'occupent de la distribution du livre, dans les supermarchés, dans les librairies, même à l'étranger, etc. Donc, c'est quand même très sympa d'avoir cette autorité, comme tu disais, et cette visibilité. Par contre, financièrement, forcément, ça rapporte moins que si je faisais un livre moi-même, où j'aurais une marge différente, etc. Donc, c'est un petit peu un compromis qui me va très bien. Ça a permis à pas mal de personnes de me découvrir, et notamment, j'ai des gens qui ont acheté mon livre en le voyant, par exemple, à Cultura. Ils l'ont acheté, ensuite ils m'ont rejoint sur Instagram, ils ont suivi pendant un mois, ils ont acheté mon pack, et ils ont carrément d'ailleurs fait une formation certifiante. Donc là, tu vois, au final, ça n'a pas été du temps perdu. Et donc, en fait, l'argent gagné avec ce livre, également derrière, il y a d'autres revenus. Par exemple, comme cette personne qui m'a découvert, elle aurait pu me découvrir autrement, certes, on va me dire, mais elle m'a quand même découverte via ce canal indirectement d'acquisition.
et elle est rentrée dans le tunnel et elle a acheté les différents programmes. Donc, il faut voir ça comme ça aussi, mais c'est difficile à calculer, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et c'est très difficile de calculer ça. Globalement, de toute façon, dans une entreprise, il y a toujours des facteurs comme ça qui sont difficiles à calculer. Et là, tu parles d'une notion qui est très horizontale dans ton entreprise, là où toi, tu travailles sur la verticalité avec tes programmes, etc. Le livre t'a permis aussi une certaine horizontalité. Et c'est super intéressant. Et globalement, alors je vais te poser une question que j'avais pas spécialement prévue, mais je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit. Tu penses quoi? Tu as parlé d'affiliation, c'est très intéressant. Tu as parlé d'agences de talent, de livres. Tu penses quoi comme ça de tous les modèles économiques différents aujourd'hui qu'un prof de langue auquel il peut souscrire, si je puis dire, pour gagner sa vie? Bah, écoute, tout fonctionne en réalité, hein. On peut prendre le problème dans tous les sens, tout fonctionne, ça dépend un petit peu de chacun, de ses envies, si on est plus là pour mettre en priorité les progrès des élèves ou si on est vraiment là pour faire que de l'argent. Il y a plusieurs chemins possibles, on va dire. Donc moi, ce que j'en pense, j'en pense que voilà, tout fonctionne et chacun voit un peu midi à sa porte et va mettre en place ce qu'il pense bon pour lui. Mais concrètement, ouais, tout ce qui est agence d'influence, ça fonctionne avec des marques qui peuvent venir. Après, des fois, on fait la promotion de certaines marques, on n'y croit pas forcément ou on ne l'a pas totalement essayé. Donc, à partir de là, c'est sûr que où on met le curseur, chacun, chacun mettra son curseur. Mais après, effectivement, tout fonctionne pour moi. Tout fonctionne. J'ai testé, donc forcément, je peux te dire à peu près ce qu'il en est. Et voilà ce que j'en pense. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette réponse, en tout cas très complète. C'était super intéressant. Et effectivement, oui, un livre, j'imagine que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, En tout cas, félicitations pour tes résultats au passage. Je voulais pas te merci. couper, mais en tout cas, félicitations pour tes ventes. C'est incroyable. Et, euh, et voilà. J'ai vu que tu avais dupliqué aussi le modèle. Donc ça, je l'avais vu effectivement sur Instagram. Que tu avais dupliqué le modèle avec plusieurs autres comptes. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, notamment par exemple pour ne citer que allemand.france, espagnol.france. J'ai même vu mandarin.france. Est-ce que tu peux nous expliquer, bah, déjà effectivement si j'ai pas dit de bêtises, accessoirement, et si et auquel cas comment ça s'est fait? Est-ce que c'était prévu dès le début ou est-ce que c'est venu un peu naturellement en voyant la demande? Non, non, c'est bien ça. Tu as bien fait tes recherches. Non, c'est bien ça, effectivement. C'est des comptes qui ont été créés à partir du modèle et du concept d'Anglais France, parce que ça fonctionnait. Donc, pourquoi pas le mettre sur d'autres langues. Espagnol France, on a Portugais France, Italien France, Mandarin France, Allemand France. Alors, tous les comptes ne sont pas au même niveau de développement. Il y en a qu'on a commencé récemment. Il y en a où on n'a pas mis énormément d'outils, on va dire, on n'a pas monétisé énormément. Mais concrètement, les comptes qui tournent très bien aujourd'hui, c'est anglais, espagnol, portugais et italien. Et donc, en fait, l'idée, elle est venue tout simplement en se disant, ça fonctionne sur une langue, pourquoi pas sur une autre, quoi. En gros, voilà. Ok, mais oui, c'est incroyable. Bah, on parlait d'horizontalité justement. Là, on est typiquement dedans. Ok. Et du coup, aujourd'hui, le modèle économique, entre guillemets, qu'est-ce que c'est? C'est des profs que toi, tu accompagnes d'un point de vue un petit peu, tu sais, consulting, entre guillemets, ou c'est vraiment des collaborateurs de ta propre structure? Non, non, c'est un peu plus en consulting. Effectivement, ils gèrent le compte et en fait, je leur apporte toutes les ressources qu'il faut au niveau des concepts, des modèles, par exemple, pour créer des contenus sur les réseaux sociaux, stratégie, monétisation, partenaire notamment Anglify pour la monétisation des formations certifiantes, qui est quand même un point principal aujourd'hui de la plupart des demandes qu'on a. Et tout simplement, je prends un pourcentage sur ce qu'ils font et ça marche très bien. Tout le monde est gagnant et c'est cool. Win-win situation. Parfait. Exactement. Mhm. Ok, ça marche. Et du coup, bah, je te parlais de collaboration. Toi, aujourd'hui, dans Anglais France, donc on a bien compris que là, c'était de l'aspect plus consulting, mais dans Anglais France, donc ta propre structure, qu'est-ce que ça représente en termes d'équipe? Vous êtes combien à bosser dessus? Combien de collaborateurs? Alors, on n'est pas nombreux, hein. Nous, on travaille en famille, en fait. Alors, on travaille en famille. Pour la petite anecdote, à nouveau, le compte Espagnol France, c'est ma mère, en fait, qui gère ce compte. Donc, depuis le début, c'est elle qui gère ce compte. Et mon père travaille un petit peu sur toute la partie partenariat et avec moi derrière en back-end, on va dire, sur tout ce qu'il y a à faire de mail, mise en place, planification, etc. Et en fait, c'est tout. On est que trois dessus à travailler sur le concept. Et après, des fois, on prend des prestataires pour faire un peu de graphisme ou autre sur différents programmes, notamment. On passait quelques prestataires, un monteur vidéo, planifié ou autre. Mais vraiment, à temps complet, entre guillemets, on est trois, quoi, la famille rapprochée.
C'est incroyable. J'imagine que déjà, ça doit être incroyable pour toi de pouvoir bosser avec tes parents. Je savais pas du tout pour ta mère, c'est Ouais. incroyable. Et du coup, tu dois avoir quelques notions d'espagnol, j'imagine, puisque c'est né à la maison, quoi. Ouais, bah, un peu plus que ça même, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je parle parfaitement anglais, français et espagnol. Enfin parfaitement, voilà, on s'entend, enfin, français évidemment. Anglais, je dois être à peu près C1 aujourd'hui, pas C2, C1 je dois être, en toute honnêteté. Et derrière, espagnol, je dois être B2, B2 plus, quoi, proche de C1 également, ça va arriver. Derrière, je parle un peu portugais aussi, j'apprends en ce moment. Mais voilà un peu pour les langues, donc oui, pour répondre à ta question, espagnol, ça va tranquille. Ok, oui, je vois. Donc, tu as fini vraiment par te passionner par les langues au final, si je comprends bien. Ouais, 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 c'est complètement. ça. Alors, Hmm. j'aimais pas vraiment ça au début, à la base, et en fait, je me suis dit que c'est super, et puis bah, j'ai aimé, ouais, tout simplement. Comme tu dis, j'ai trouvé la passion au fur et à mesure. Ouais, c'est clair. Bah, c'est incroyable en vrai. C'est inspirant. C'est super inspirant. Ok, incroyable. Quand on s'est parlé, du coup, pour caler cet épisode, euh, de mémoire, tu étais en voyage. C'est un Ouais. peu le gros avantage quand on travaille en ligne. Euh, pour toi, c'est quoi les gros bénéfices, justement, d'être prof indépendant sur Internet, tu sais, comparé à quelqu'un qui enseigne en présentiel? Bah, il y a quand même pas mal de différences. C'est sûr que déjà, on peut choisir où on est. Je pense que déjà, c'est vraiment la grosse différence. Et d'ailleurs, si on veut partir à tel ou tel endroit, que ce soit en France, à l'étranger, n'importe où, on peut le faire. Donc, on peut choisir son cadre de vie, on peut choisir son bureau, enfin, l'endroit où on est. Quand on commence à avoir un petit peu d'ancienneté et de notoriété, on peut même choisir ses clients, ce qui est aussi une différence. Peut-être qu'en physique, on est un peu obligé d'accepter tout le monde, parce que bah, il faut quand même il faut gagner, quoi, il faut manger. Donc, on est obligé de prendre tous les élèves qui viennent. Alors, quand sur Internet, on peut choisir. On peut également créer aussi des contenus, prendre de l'effet de levier, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire uniquement des cours en one-to-one ou en groupe. On peut prendre tout simplement du levier, faire des programmes, des formations, de l'affiliation. Donc, en fait, ça démultiplie les possibilités. Et moi, je conseille effectivement à tous les profs qui peuvent de se lancer sur Internet, de créer du contenu. Il y en a même qui le font via des ads indirectement, c'est faisable aussi. Mais c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment sympa. Ouais, ouais, complètement, complètement d'accord. Ça démultiplie les possibilités, pardon, et ça rend le tout exponentiel aussi. Et du côté des élèves, tu as remarqué une vraie différence, j'imagine qu'il y en a. Je te pose la question, elle est presque rhétorique, entre l'apprentissage en ligne, du coup, et l'apprentissage en présentiel. Alors oui, 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 il y a une grosse différence également. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué, on va pas se mentir, en ligne, il y a quand même plus d'élèves qui pratiquent moins. C'est-à-dire que le fait d'être à distance, je sais pas, il n'y a pas cette aura du professeur autour qui est là, où on est vraiment concentré. Et ça fait qu'on a quand même globalement des élèves qui peuvent être un petit peu moins efficaces. Par contre, ceux qui le sont beaucoup plus performants. Donc pour les élèves, en fait, c'est super bien pour ceux qui sont flexibles, indépendants, qui savent en fait voilà, se motiver et, effectivement et s'organiser plutôt, voilà ce que je voulais dire, qui savent bien s'organiser, mais au détriment de certains élèves qui auraient plus besoin en fait de coaching que de cours. Et dans ce cas-là, il y a des solutions qui existent, mais le constat, c'est que globalement, si on fait simplement des cours et qu'on leur dit de faire voilà, des petits exercices et tout en plus et qu'on les accompagne pas vraiment en dehors des cours, c'est assez compliqué dû à la distance, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler là-dessus, mettre en place des exercices, des applications, trucs de suivi, etc. Il y a plein d'astuces à faire et plein de choses à mettre en place. Mais c'est un peu le constat que j'ai fait. Mais sinon, les gens quand même sont beaucoup plus enclins à passer à l'action parce que c'est de chez eux, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Il y a des gens qui habitent au milieu de la campagne, qui n'ont pas forcément des cours d'anglais physiques proches de chez eux et qui n'ont pas non plus le budget aussi pour payer un professeur qui va venir parce que bah, si le professeur doit faire 30 km pour venir chez toi, c'est beaucoup plus cher que d'avoir un professeur en ligne qui a optimisé ses coûts, etc. Et donc forcément, il y a ça qui rentre en compte également. Donc c'est très positif, je trouve, pour le marché, mais il faut adapter quelques pans, on va dire, du programme qu'on propose aux gens, de ce qu'on propose aux gens, pour qu'ils restent motivés et qu'ils progressent vraiment, quoi. Et en faisant ça, la plupart progressent. Oui, bien sûr, il faut rendre le tout ludique, un C'est ça, maximum ouais. accessible, ouais, ouais, je comprends. Et effectivement, il y a toujours cette notion, bah, déjà, d'avoir des professeurs dans sa zone de chalandise, mais il y a aussi quel professeur. Puisque voilà, on n'est plus, il y a plus d'impact aussi géographique, on peut aller chercher, bah, entre guillemets, les meilleurs, ou en tout cas travailler avec quelqu'un qui nous correspond plus, j'imagine, puisque on n'a pas la même façon d'enseigner. J'imagine, je suis pas professeur, mais ça me paraît logique. En parlant d'enseigner en ligne, de travailler en ligne, donc on le disait, c'est top pour la flexibilité, mais ça peut aussi vite empiéter pardon, sur la vie perso. Toi, tu arrives à bien gérer comme ça cet équilibre
ou c'est encore un challenge de tous les jours? Non, c'est assez facile. Maintenant, c'est facile pour moi maintenant de dire ça avec le recul et l'expérience et ce que j'ai mis en place, mais c'était difficile, non? Au début, il fallait quand même bien cadrer les heures parce que je donnais des heures de cours moi-même. Je faisais beaucoup de pratiques, surtout pratiques orales, et je travaillais également avec un autre professeur qui s'occupait plus de la partie grammaire, tout ce qui est un peu plus théorique, parce que moi, c'est pas trop mon point fort non plus. Moi, je suis vraiment bon dans la partie communication pour aider les gens à développer des outils pour mieux communiquer, vocabulaire, tout ce qui est phrases, répondre au tac, ça c'est vraiment sur quoi j'étais bon. Et donc je travaillais avec quelqu'un, mais ça n'empêche qu'au niveau organisation, il fallait être devant le PC, et les heures pour être devant l'ordinateur, pour répondre aux besoins des clients, c'était souvent le soir, parce que les gens, ils travaillent en journée forcément, donc ils veulent le faire le soir ou le week-end. Et donc il y avait cette difficulté d'avoir le bon créneau, d'arriver à être présent avec les élèves. Donc ça se faisait, mais au fur et à mesure, en fait, j'ai fait après des groupes, effectivement, et après j'ai délégué aussi cette partie-là. Aujourd'hui, je donne pas, voire très peu de cours réellement. Je travaille avec différents professeurs, j'ai mes offres qui tournent, donc j'ai un petit peu changé, donc j'ai beaucoup plus de temps libre pour moi. Mais au début, oui, c'est quelque chose à gérer qu'il faut prendre en compte, et il faut se dire, OK, si je garde un jour de libre, le dimanche par exemple, je regarde mon jour libre, c'est pour moi. Il faut vraiment bien s'organiser et réfléchir le coup, parce que sinon on peut aller au burn-out, parce qu'il n'y a pas de limite sur Internet, on est tout seul derrière son petit écran, et la plupart des gens, ils peuvent se retrouver en difficulté ou en burn-out. Je pense que c'est un peu, j'ai quelques histoires en tête, et ça peut arriver, donc il faut s'organiser. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et du coup, toi, tu parles d'organisation, justement, c'est dans l'idée là, de cette balance, en dehors de ton activité, pour en apprendre un peu plus sur toi. C'est quoi tes passions? C'est quoi le truc qui te permet de vraiment souffler et prendre un petit peu de recul sur ton activité quand tu en ressens le besoin, justement, peut-être pas, toi, t'en étais peut-être pas à ce stade du burn-out, mais histoire de décompresser, quoi. À un moment, j'étais quand même assez sous pression. Il y C'est avait pas proche, mal ouais. de choses à faire, notamment avec le livre. Le livre m'a mis sous pression parce que je pense, j'ai sous-estimé le travail. Hein. Je vais pas dire que je savais tout avant de commencer. J'ai clairement sous-estimé la charge de travail de ce livre. Donc, ça a été une année très compliquée. Euh, donc là, il n'y a pas eu beaucoup de temps mort. Ça a été dur. Mais maintenant, ce que je fais pour répondre à ta question, vraiment, moi, c'est la nature que j'adore. Nature, tout ce qui est randonnée, balade en montagne, pêcher, même lac. Vraiment tout ce qui est nature. Donc, balade en forêt, montée montagne, escalade aussi, j'aime bien. Donc, c'est comme ça qu'en fait, je décompresse. Je joue au golf également. C'est l'idée. L'outdoor, quoi. Ah ouais, clairement, clairement. Mhm. À 100%. Ok. Euh, bon, j'ai tendance à dire qu'on a tous un petit plaisir, tu sais, ou une habitude bizarre quand on bosse. Toi, c'est quoi ton plaisir coupable en tant qu'entrepreneur? Je te donne quelques exemples. Est-ce que tu as des musiques un peu improbables? Est-ce que tu es du genre à boire du café à outrance toute la journée ou bosser en chaussettes licorne? Est-ce que tu as un petit plaisir coupable d'entrepreneur quand tu bosses le jour? Alors, je sais pas si c'est La nuit. vraiment coupable, mais déjà, moi, j'habite en Amérique latine, il fait très chaud. Et ici, donc, c'est claquette en claquette. Alors là, je suis en tongs, hein, au moment où on parle, tongs short. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, Et les t'as la cafés, ouais, cravate juste en haut, quoi. ouais, voilà, voilà. Voilà. Là, c'est le t-shirt aujourd'hui, mais des fois, ça peut être la cravate aussi, ça dépend du contexte, avec en bas le short et les claquettes. Mais non, sinon, café, j'en prends aussi également. Et puis, j'aime bien écouter de la musique des fois. Donc, c'est pas vraiment un plaisir coupable, en fait, c'est devenu une habitude. Au début, c'était quelque chose vraiment que je considérais négatif. C'est-à-dire que j'écoutais beaucoup de musique et des fois j'étais un peu moins productif. Et en fait, au bout d'un moment, essayer de le supprimer, ça créait d'autres problèmes, genre je me déconcentrais ou autre. Et donc je me suis dit, finalement, c'est pas grave, je le garde. Donc par contre, quand même, quand je suis en création pure, j'essaie vraiment de ne pas écouter de musique parce que la musique, quand même, ça déconcentre un minimum, c'est clair. Donc quand je suis vraiment en focus pour créer notamment des idées de contenu, rédiger un email, trouver des idées de posts, de vidéos, etc. Là, je suis vraiment focus. J'ai même mon petit casque. Regarde, il est juste là. J'ai même mon petit casque anti-bruit, hop, que je me mets sur Mhm. les oreilles, comme ça je suis bien concentré, je fais rien d'autre. Focus sur l'ordi pendant 1 heure et demie. Et après, je peux remettre un peu de musique pour faire des tâches un peu plus classiques, quoi, c'est-à-dire faire des copier-coller, mettre en forme, qui demandent beaucoup moins de matière grise, comme on pourrait dire. Voilà. Oui, quand tu as besoin de deep work, de deep focus, Ouais. aucune pollution sonore, quoi. Je pense qu'on est un peu Non, sur la vraiment, moi même. j'ai besoin d'être très concentré pour être efficace. Et puis j'ai essayé pas mal de choses depuis le début. J'ai essayé d'être concentré, j'ai essayé de me déplacer, d'être debout, d'être dans les coworking. Mais vraiment, moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est chez moi, toute seule, casque anti-bruit,
petit verre d'eau, et ça suffit largement. Et je fais une session d'1 heure, 1 heure et demie, et puis après, voilà, je suis un peu cramé. Et ça suffit pour la journée, en 1 heure et demie, largement, ça suffit largement. Ouais, c'est clair. D'où l'intérêt d'être productif, justement, d'être focus. Ça permet d'avancer beaucoup plus vite que, Ouais, effectivement, si tu as plein de pollution autour de toi, le portable, la musique, etc., où ça peut prendre facilement 2 fois plus de temps, j'imagine. ouais, bien sûr. Mais en fait, pour moi, la clé sur les réseaux sociaux, bon, c'est déjà d'être régulier, on l'a dit du podcast, mais c'est également euh, être vraiment en capacité de produire vite, vite et bien. C'est-à-dire une vidéo, quand je filme une vidéo, ça peut être pour un réel, pour une vidéo dans un programme, etc., de ne pas la faire 10 fois. C'est-à-dire vraiment essayer de faire une prise ou 2 prises. Donc au début, c'était très dur. Des fois, je faisais 10 prises pour faire une vidéo. Mais là, maintenant, aujourd'hui, la plupart des vidéos, j'arrive à les sortir en une seule prise. Et ça fait vraiment la différence parce que j'y passe beaucoup moins de temps, beaucoup plus efficace. Et c'est pareil également pour la création des posts sur Instagram. J'y passe beaucoup moins de temps. Et en fait, je suis capable de produire beaucoup plus en un temps réduit. Et ça, c'est quand même un élément assez différenciateur par rapport à d'autres créateurs de contenu qui pourraient arriver sur le marché. Parce que souvent, on me demande, mais t'as pas peur qu'il y a des gens qui arrivent, ils font la même chose, etc. Bah oui, oui, clairement, il y a plein de gens qui peuvent arriver. La barrière à l'entrée est assez faible, c'est clair. Il y a juste à créer le compte et publier. Mais derrière, il y a toute une stratégie, des contenus qui fonctionnent. Et puis la vitesse de création, parce qu'un post au début, que je pouvais prendre 45 minutes, 1 heure à le faire, bah, j'ai réussi à descendre ça à 10 minutes. Donc c'est sûr que en 1 heure, je peux en produire 4, 5, 6 en étant concentré. Et c'est pas du tout la même approche qu'au début où je passais un temps fou, j'avais mon énergie mentale qui était, ça tournait à fond, hein, j'avais du mal à aller sortir. Et donc ça fait vraiment, vraiment la différence sur Internet, je pense. Oui, oui, je te rejoins à 100%. C'est vrai que, effectivement, des fois, même, oui, on a tendance effectivement en gros, oui, effectivement, limiter comment dire, les barrières à justement à la création de contenu comme ça, faire un truc, quitte à ce que ça soit un tout petit peu moins effectivement qualitatif, mais le fait que ça te prenne 10 minutes au lieu d'1 heure, bah effectivement, tu vas moins appuyer sur presser ta jauge de volonté comme ça quotidienne, et tu vas être capable de créer beaucoup plus, tandis qu'une personne effectivement sera quand toi tu auras créé déjà 5 contenus, la personne songera toujours à son premier, quoi. Et bien sûr, bien sûr. Et après, il y a la pertinence aussi des contenus. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est tout un pan à travailler. C'est est-ce que le contenu est pertinent par rapport à notre audience? Est-ce que c'est pertinent par rapport à ce qu'on veut véhiculer, ce qu'on veut vendre, ce qu'on propose? Et tout ça, bah, c'est difficile quand même de l'avoir dès le début. Donc on y travaille, mais avec le temps, on trouve son contenu, son audience, et on fait son petit trou. Mhm. Ok, super intéressant, je te remercie Paul. Pour revenir sur un aspect un peu plus marketing, c'est quoi toi la stratégie ou l'action marketing qui a vraiment bien marché pour toi, tu dirais? Depuis le début, ce qui a bien fonctionné, Hmm. moi, c'est la page de vente classique. Alors aujourd'hui, ça marche un petit peu moins, ça a changé un peu, mais il y a 2 ans, c'est ce qui a bien fonctionné. Ouais, c'est page de vente classique avec bon de commande pour un programme en automatique. C'est ce qui m'a rapporté le plus en tout. Hmm. Oui, tu fais référence du coup à ton programme d'entrée, donc le tien là en l'occurrence, celui que tu as créé. Ouais, Euh, donc le pack English, et effectivement là où tu avais une page de vente, et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, moi c'est quelque chose qui, moi je viens du copywriting, et effectivement ta page de vente elle était relativement incroyable, elle l'est toujours, bien que j'ai vu que tu changé, tu t'es passé sur une vidéo. ouais, Euh, effectivement, je vais la changer à nouveau d'ailleurs pour rendre un peu plus concis. D'ailleurs, ce programme est en mise à jour au moment où on parle, parce que ça fait à peu près 4 ou 5 fois que je le mets à jour, parce que bah, les élèves posent des questions, et puis c'est toujours sympa d'être au top sur le programme et pour qu'il apporte des résultats. Donc, il est en cours de mise à jour. Mais oui, c'était sur ce programme, effectivement, où j'avais travaillé avec un copywriter au tout début. Sur la première page, je m'en souviens, c'était en novembre 2022. Et ça avait très bien fonctionné. C'était le premier programme que j'ai lancé sur Anglais France. ok, incroyable. Et du coup, j'ai une question un peu cousine de celle-ci. Est-ce qu'il y a un levier, d'ailleurs la réponse peut être la même, hein, est-ce qu'il y a un levier que la plupart ignorent à tort selon toi, et toi, effectivement, enfin, tu as conscience qu'effectivement, vu de l'extérieur, que c'est quelque chose que ces personnes ignorent à tort? Tu veux dire un levier marketing? Oui, oui, c'est ça. Excuse-moi, ouais, c'était peut-être pas très Ouais. clair. Sinon, c'était clair, mais levier marketing, oh non, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense qu'il faut essayer plusieurs choses pour se rendre compte de ce qui fonctionne, parce que des fois, on dit ouais, il faut faire une VSL, il faut faire
il faut faire une page de vente classique, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais bon, j'ai des exemples de personnes dans d'autres niches qui font l'inverse des fois et ça fonctionne très bien. Et donc ça dépend un petit peu. Je pense qu'il faut essayer plusieurs approches pour voir ce qui fonctionne. Après, il y a quand même des réalités qu'il ne faut pas non plus oublier. C'est sûr qu'aujourd'hui, une page de vente avec des petits boutons qui clignotent partout, rouge comme il y a 5, 6, 7 ans, voire 10 ans, c'est sûr que ça marche beaucoup moins quand même. Faut dire les choses. Il faut quand même moderniser l'approche, mais après, ça ne veut pas dire qu'une page écrite ne va pas fonctionner, que une VSL ne va pas fonctionner. Franchement, j'ai vu pas mal de choses passer. C'est vrai que j'ai un background aussi de business en ligne assez long, c'est-à-dire que je suivais des gens dans le business en ligne avant de commencer Anglais-France. Et donc, j'ai pas mal de contacts, je discute beaucoup avec les gens, et à peu près tout fonctionne, quoi. Ça dépend de la façon dont on le fait, si c'est bien amené, et puis c'est le message qui compte aussi beaucoup. Je ne sais pas ce que toi t'en penses en tant que copywriter, mais c'est quand même le message qu'on véhicule et si l'offre elle correspond à l'audience. Après, derrière, c'est de la présentation, même si c'est important quand même. Ouais. Bah, je dirais, tu me demandes mon avis, je dirais que dans la forme est beaucoup moins importante qu'elle a pu l'être il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, vous pouviez avoir, je pense, un fond vraiment pas terrible. Et si vous aviez une super page de vente, en fait, Ouais. ça faisait un gros succès. Là, c'est un peu moins le cas. Je pense que le fond est plus important. Mais il y a effectivement en fait, des notions qui sont très simples, très basiques, mais très efficaces, comme effectivement avoir parlé à son audience, parler des problèmes de son audience, des bénéfices de son audience, et non pas des caractéristiques, qui est souvent une nuance qui échappe aux gens. C'est-à-dire pas combien de vidéos vous avez dans votre programme, mais plutôt, ou en tout cas dans un premier temps, plutôt ce que le programme va faire pour ces personnes-là. Évidemment, il y a une connaissance de l'avatar à bien avoir derrière. Et effectivement, après, tu as sur la forme, effectivement, des trucs qui sont un peu ignorés, je pense, à tort, comme l'email marketing. Je sais que toi, tu en fais, et effectivement, j'imagine qu'il y a une raison. Mais je pense que oui, effectivement, tu as quelques notions qui sont des leviers qui sont très puissants, typiquement l'email marketing. Mais je te rejoins complètement. Le fond est aujourd'hui plus important que la forme, et c'était peut-être l'inverse il y a 10 ans. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et en parlant justement de l'email marketing, aujourd'hui, moi, c'est quand même on parlait tout à l'heure d'où vient l'audience, c'était d'Instagram, mais d'où vient l'argent, le chiffre d'affaires, ça vient de l'email marketing. Aujourd'hui, c'est clair que c'est un canal qui fonctionne, un canal de conversion qui fonctionne super bien. Les gens sont là, sont présents, ouvrent les emails, et en travaillant cette connexion avec eux, au fur et à mesure, on arrive effectivement à les faire progresser, à les emmener là où il faut pour qu'ils progressent. Et ouais, c'est là que ça se passe, quoi. Pour, euh, pour étayer un petit peu ton propos et éclairer un petit peu l'audience, en fait, c'est pas parallèle, mais c'est plutôt une suite logique. En fait, ce que va faire Paul, c'est un schéma qui est assez classique. C'est ce qu'on appelle un tunnel. Donc, c'est une continuité qui est assez classique. C'est-à-dire qu'il va mettre, par exemple, un produit gratuit en avant, qu'on appelle lead magnet, que certains, je sais, appellent dans l'audience freebie. Je l'ai appris récemment. Et l'idée, c'est du coup de collecter une adresse email et de pouvoir, comme tu le disais très bien, je trouve, s'adresser directement à l'audience. C'est aussi c'est l'un des gros bénéfices, avantages de l'email, puisque vous allez directement en fait poster une petite lettre dans la boîte aux lettres virtuelle du coup de votre prospect. Et là, vous allez pouvoir lui parler effectivement un peu plus de ce que vous faites, de ce que vous proposez pour lui. Et ça, c'est très important et très puissant. Bien sûr, bah, c'est exactement ça. Après, on va pas se mentir aussi. En France, il y a quand même une sacrée réticence et on va dire, comment dire ça de façon polie pour un podcast assez ouais, réticent ou face à la vente, face à vendre des produits, vendre des offres. Donc, c'est sûr en proposant de la vente en frontal sur Instagram, bah, ça pique des fois. Je me fais insulter également. Les gens sont pas contents. Ils disent tu vends tes programmes, vendeur de tapis, etc. Bon, bref, tout ce qui va un peu autour. Et donc, c'est sûr que utiliser un canal derrière comme l'email marketing pour pouvoir vendre des prestations, des programmes, des accompagnements, bah, c'est très intéressant et ça permet d'éviter justement toute cette partie sur Insta où les gens sont, voilà, la friction, c'est la France. Mhm. C'est comme ça, on s'adapte. On s'adapte et les gens d'ailleurs, ils aiment bien et au final, ça se passe bien. Hein. C'est un constat, on constate et on adapte. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as un peu mal vécu au début ou que tu comprenais pas? Ou tout de suite, tu t'es dit effectivement, bon, bah, c'est comme ça, j'ignore et Non, tunnel vision, quoi. non, j'étais assez ignorant au début parce qu'en fait, moi j'ai fait un an aux États-Unis, comme je te disais. Donc je suis arrivé à 16 ans. En plus, voilà, je me suis imprégné en immersion totale. Donc bah, j'avais un peu pris la mentalité américaine en mode ouais, on y va, on présente les trucs en frontal comme des bourrins. Ça marche bien, les gens ils sont contents. S'ils sont pas contents, bah, ils ignorent et passent à autre chose. Mais bon, c'est sûr qu'en arrivant en France, les premières propositions commerciales que j'ai faites, j'ai compris que c'était pas exactement la même mentalité et qu'il fallait du coup s'adapter.
Et je dis ça, ça peut paraître peut-être critique pour les personnes qui vont nous écouter, mais j'ai la même réaction des fois quand je vois des offres. Je dis, oh putain, lui aussi, il vend comme ça. En frontal, j'ai la même réaction aussi. Hein, c'est pas une critique non plus générale du marché, c'est juste que c'est un constat. Et donc, à partir de là, au début, je recevais pas mal de critiques. Après, j'ai adapté le message, j'ai adapté aussi les phrases, quoi, la présentation, etc. Et j'ai reçu pas mal de messages méchants, forcément, comme tout le monde qui a une audience sur les réseaux sociaux. Mais avec le temps, en fait, on ignore complètement. Et aujourd'hui, j'y pense même plus, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est exacerbé d'ailleurs ça quand tu fais de la publicité sur les réseaux. Oui, ah Euh, bah oui, sur oui, Facebook. c'est ça, Ah bah exactement. Facebook, c'est le royaume. Hmm. Ouais, tu l'as remarqué toi aussi, ouais. Bon, je crois que tout le monde l'a remarqué, oui. Hmm. Il faudrait qu'ils enlèvent les commentaires, hein, je crois, sur Facebook, non? Des fois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, des fois c'est un peu violent, pour pas dire Ouais, beaucoup en même. général. Bon, il y a quand même un peu de modération maintenant. Je crois que Facebook, ils enlèvent certains Ah oui? commentaires, mais bon. Ouais, ouais, je crois. Ouais. Bon, je crois qu'on peut en enlever aussi, mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Ouais, c'est clair. J'ai vu que tu utilisais pas mal Notion. Enfin, je dis pas mal. Je devine, puisque je l'ai vu notamment sur donc la page dont tu te sers pour mettre, tu sais, tes liens Mhm. pour tes livres, donc, les liens Amazon, Fnac, etc. Et aussi, donc tu as une page Notion pour ta formation, enfin ta formation, pardon, la formation Anglify. Plus Yes. largement, pardon? Oui, c'est ça. Ah, excusez-moi. Plus largement, du coup, est-ce qu'il y a un outil, tu sais, dont tu ne peux pas te passer pour structurer ton travail au quotidien? Je sais que typiquement, justement, je fais référence à Notion parce que je sais que c'est quelque chose qui est vachement utilisé dans ce cercle-là. Est-ce que toi, tu utilises Notion ou par exemple, est-ce que tu as un outil vraiment au quotidien que tu peux pas, dont tu peux pas te passer? Bah oui, les deux outils principaux, c'est Canva déjà pour la création, tout ce qui est visuel, des posts, etc. Même des fois du montage, c'est Canva. Pour le montage, moi je le fais, j'utilise CapCut. Mais sinon, l'outil que j'utilise tous les jours, du matin au soir, c'est Notion, bien sûr. C'est là que le secret de la productivité se cache, parce que j'ai mis en place, bien évidemment, des tableaux de suivi avec tout un suivi d'étapes de création, etc. Donc en fait, tout le calendrier est bien optimisé, il est synchronisé avec des outils de planification. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été le cas au début, hein, loin de là, c'était assez brouillon. Aujourd'hui, il y a quand même un niveau d'optimisation qui est élevé, qui me permet d'être ultra productif, de passer le moins de temps possible en étant très performant avec des contenus qualitatifs. Et tout ça, ouais, ça se fait sur Notion, quoi, en équipe, en famille, du coup. Ok. Tiens, d'ailleurs, une question intéressante que j'avais pas forcément prévue, mais du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis et ce que tu nous as dit. Euh, tu, euh, alors, je sais, j'imagine que la vie d'entrepreneur, c'est pas plat. Effectivement, c'est très en dents de scie. Ça dépend de divers moments de l'année ou si effectivement, par exemple, tu es en train d'écrire un livre. Mais globalement, tu dirais en moyenne ton temps d'activité hebdomadaire, ton temps de travail hebdomadaire ou au quotidien ressemble à quoi? Tu sais, en termes de nombre d'heures, simplement. Ouf, ça varie beaucoup en fonction des périodes. Moi, je travaille beaucoup par période, c'est-à-dire il y a des périodes où je vais être très focus, à fond. Donc là, je vais peut-être pouvoir faire des journées de 10, 12 heures à peu près. Et dans des périodes un petit peu plus calmes où je vais en fait juste travailler le matin. Je me lève assez tôt, vers 6 heures. Donc en fait, voilà, je commence à travailler vers 7 heures, je fais 7 heures midi, et puis la journée elle est faite, quoi, en étant focus avec évidemment le deep work en tout début de matinée. À 7 heures, Le 7 casque heures, 8 anti-bruit. heures et demie. Bien sûr, casque anti-bruit, 7 heures, 8 heures et demie. Et, euh, et après, je fais les tâches et à midi, c'est fini. Donc ça, c'est un peu la routine. Bon, routine plus quand même. À 5 heures de travail, c'est quand même bien focus. Ça fait une bonne journée. Après, sinon, vraiment, quand il y a des gros projets, ouais, c'est toute la journée. J'ai pas vraiment de limite, en fait. Je vais me coucher quand je suis cuit. Hmm. Ok, ok, je vois. D'un point de vue plus pédagogique, pour rester un petit peu dans ce thème des outils, tu utilises quoi, toi, comme outil ou plateforme pour ta propre formation en fait, du coup, à la base, j'étais parti un petit peu pour du coup la formation Anglify, mais finalement, du coup, c'est pas toi qui lost, mais du coup, pour ta formation à toi, ton programme, quel type de plateforme tu utilises? Alors moi, j'utilise donc déjà pour héberger le programme, on est sur System.io. C'est super, c'est génial, je recommande à tout le monde. Je- Euh, voilà, je à l'ai la pas fait. base, Hmm. System.io. Et à partir de là, le programme, il est sur System.io, il y a des vidéos, etc. Mais on utilise l'application Quizlet, Quizlet en ligne et Quizlet mobile, où dessus, on a mis des flashcards pour pouvoir en fait apprendre du vocabulaire, des phrases utiles, des mots.
Et ça permet en fait d'avoir la prononciation, d'avoir le vocabulaire, des petites explications, etc. Et c'est disponible sur téléphone, il y a un suivi, des niveaux, des petits jeux, etc. Et donc ça permet en fait d'avoir un programme qui est cohérent par rapport au contenu que j'apporte, avec la méthodologie que j'apporte, parce qu'en fait la valeur ajoutée, elle est là concrètement, c'est le plan d'action que j'apporte en fonction de ton niveau, etc. Et derrière, j'utilise Quizlet pour hoster indirectement tous ces contenus et que les gens puissent utiliser ce plan d'action dans une application qui est très professionnelle, super optimisée. Et par rapport à cette application, il y a un moment, j'avais eu pour idée de créer ma propre application. Et bon, quand on voit le niveau de Quizlet, je te dis, c'est quand même pas mal de passer par eux. Ça permet de mettre nos listes, c'est très professionnel, c'est vraiment bien fait. Pour pouvoir faire une application soi-même de ce niveau-là, il y a quand même du boulot. Donc, je suis resté comme ça plaît aux élèves, ça me plaît. Tout le monde est content, donc voilà un peu pour les outils. Ok, super, incroyable. Merci beaucoup pour la précision de cette réponse, Paul. Merci globalement d'ailleurs pour ta transparence. Je pense que ça va aider plus d'un. On approche gentiment de la fin de cet épisode. Il me reste 2 questions. La première Yes. étant, du coup, si tu devais demain changer complètement de domaine d'activité, arrêter d'enseigner l'anglais, tu ferais quoi à la place? Ouf. Alors là, Question c'est la facile, bonne hein? question. C'est la bonne question. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Honnêtement, là, je peux pas vraiment répondre à ta question. C'est décevant, hein, je sais la réponse. Peut-être que tu Non, t'attendais je à quelque comprends. chose d'exotique, peut-être, ou de différent, mais non, je sais pas vraiment. Peut-être avoir un petit business physique également. Ça pourrait être avoir, voilà, pour séparer, mais non, pas apporter de réponse parce que là, j'ai pas vraiment d'idée en Oui, tête. tu rêvais pas de devenir astronaute étant petit, et effectivement, Non, voilà. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est montagne, alpinisme, etc. Donc, en fait, ce serait plus sur du perso, en fait, plutôt qu'un oui, un métier business en passion, soi. quelque chose, ouais. Voilà, ouais, voilà, ça serait Ouais. plus quelque chose comme ça, mais ce serait pas vraiment un business pur différent, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah, dans tous les cas, restez à créer du contenu pour l'anglais, pour nous autres Français, dans l'anglais et enseigner l'anglais, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Enfin, dernière question, Paul. Ce profcast est suivi, du coup, tu l'auras compris, par une audience de profs de langue en ligne. Si tu avais un seul conseil à donner à un prof qui se lance aujourd'hui et qui nous écoute en ce moment, ça serait quoi? Persévérer, être régulier, persévérer, pas abandonner et tester un maximum de choses par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux dans lesquels vous êtes en train de créer du contenu. Tester, tester, tester et surtout ne pas lâcher et essayer du coup de publier un maximum, de faire un maximum de choses. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire, quoi. Ouais, du volume, un peu de Ouais, volume. du volume. Ouais, bien sûr. Volume et différentes approches, et surtout, analyser les données. C'est-à-dire que je vois pas mal de gens, ils publient beaucoup, c'est déjà bien déjà, parce qu'il faut publier beaucoup, mais derrière, en fait, ils prennent pas en compte les données, les posts qui ont réussi, et ils sont vraiment focus dans leur création, et ils oublient qu'en fait, la donnée, elle est là, il y a juste à la prendre, et à la modifier un petit Interpréter. peu, et à republier, etc. Utiliser en fait les résultats de l'audience, du marché. De toute façon, on peut faire quoi que ce soit, on peut discuter. À la fin de la journée, le marché, il a toujours raison. Et donc, il faut écouter le marché. S'ils aiment des posts sur tel sujet, les remettre derrière. C'est ce que moi, je fais. Alors, je ne vais pas donner les sujets parce que c'est justement là où je fais un peu la différence. Mais je sais qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément, on va dire, ce qui pourrait faire progresser énormément les élèves. Et pourtant, ça marche énormément. Et ces sujets-là, en fait, je les remets régulièrement. Évidemment, vu de l'extérieur, on ne peut pas vraiment le voir parce que c'est moi, j'ai les stats et tout. Mais je sais qu'il y a des trucs que les Français, ils adorent. Alors que peut-être les Américains, ça ne marcherait pas du tout pour apprendre le français ou autre. Ils adorent, ça ne les fait pas forcément progresser, mais ça fait beaucoup de vues. Et donc, ça permet d'attirer des gens. Et j'ai vraiment différents types de contenus. Des contenus pour attirer, et puis des contenus plus pour convertir, des contenus pour satisfaire l'audience. Et donc, en fait, tout ça, ça se fait en créant au fur et à mesure et en analysant. C'était la petite conclusion. Analyser, volume, persévérer et analyser ces contenus pour pouvoir en créer d'autres. Ouais, incroyable comme réponse. Et tu as dit quelque chose qui m'a littéralement chatouillé les oreilles, que j'adore cette phrase. C'est à la fin de la journée, le marché a toujours raison. Je pense Ouais, que ça, faut bien garder ça en tête. Et effectivement, bah, merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup pour tes réponses, pour ta transparence. Je pense avec qu'encore une plaisir. fois, je te le disais, ça va aider beaucoup de monde. Est-ce que du coup, on peut te retrouver, alors c'est un doux euphémisme, sur les réseaux sociaux? J'imagine que oui. Est-ce que tu as une plateforme privilégiée pour justement, tu sais, du B2B entre guillemets? Par exemple, est-ce que tu as un compte LinkedIn ou sur lequel tu publies? Ouais, il y a une page LinkedIn que je commence justement, c'est tout nouveau. Mais sinon,
anglais.france sur Instagram ou anglaiSFrance.com. Il y a tous les liens qui sont directement sur le site. Et oui, vous pouvez me suivre également sur LinkedIn, ça va se développer et le contenu va arriver au fur et à mesure. Ok, super. Merci beaucoup, Paul. Et oui, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Paul. Il est là depuis seulement quelques années et pour autant, c'est l'un des numéros 1 en France. On comprend vite pourquoi quand on va voir tout ce qu'il produit. Donc, merci encore à toi, Paul, d'avoir pris du temps pour nous partager tout ça. Merci à tous Et d'avoir merci à suivi toi, cet Romain. épisode. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas du tout. J'ai juste eu un petit souci de connexion. Je disais merci. Ok, ça marche. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Profcast. J'espère que cette conversation avec Paul vous a inspiré et donné des idées pour développer votre propre projet. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez aimé, laissez un petit like et un petit commentaire. À très bientôt. Salut Paul. Salut.